Samuel, bonjour et merci d'être des nôtres. Les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or. Voilà, c'est le roman que nous emmène. Bienvenue Gertrude de Aubin-Mongo, roman paru aux éditions Les éditions Aymar. Il faut dire cela quelques mois, sinon quelques années. Bonjour, bienvenue Gertrude de Aubin-Mongo. Bonjour. Et merci de répondre à cette invitation de Cultura. Voilà, vous nous arrivez avec Les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or. C'est votre premier roman, mais on sait, et vous me l'avez dit, n'est-ce pas, dans les coulisses, ce n'est pas votre dernier. Et donc certainement que très bientôt, vous nous reviendrez. Alors, Les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or. Il faut dire c'est un titre qui nous titille, très évocateur et surtout, certainement aussi un peu provocateur. Oui, c'est le choix de l'auteur, c'est vrai, mais aussi, comme vous l'avez dit, hein, c'est un titre qui a été choisi expressément pour titiller, pour provoquer un tout petit peu. Voilà. Alors, quand on lit ce roman, on est là en face. Il faut d'abord dire que ce roman, n'est-ce pas, se situe dans l'espace géographique que vous dénommez Kotawali. Et là, dans cet espace géographique, avec des personnages que vous nous présentez, nous avons le cas de Tante Alberta, nous avons le préfet, la nièce de Tante Alberta et beaucoup d'autres comme Memenga Libali. Mais il faut dire que vous nous mettez en exergue, bienvenue Gertrude de Aubin-Mongo, vous nous mettez là en exergue, n'est-ce pas, ce qui se présente devant vous comme des antivaleurs, n'est-ce pas? Mais c'est également un roman qui met en exergue, sinon en relief, la tolérance et également une invite à la gestion des valeurs humaines, des valeurs réelles. Oui, merci. Comme en tout cas vous essayez de le dire, mais Kotawali, les oiseaux de la basse cour ont vendu la poule aux yeux d'or, se déroule dans une cité que j'ai imaginée, Kotawali. Bon, Kotawali, c'est un nom que j'ai choisi sûrement pas par hasard. Ce nom-là m'a été, en tout cas, s'est imposé à moi parce que je voudrais, en choisissant ce titre, rendre un hommage, en tout cas je vais dire un hommage mérité à un ancien, le professeur Benga, qui lui, je ne sais pas si vous le savez, avait déjà écrit un titre sur Kotawali. Mais Kotawali, en ce qui me concerne, est, on va dire, la saga d'une cité où tout se passe bien et parfois mal aussi. Mais aussi, c'est dans ce roman, l'auteur s'est exprimé. L'auteur a eu des coups de cœur. Vous êtes déjà rendu compte sûrement en faisant la lecture. Et il y a aussi eu des coups de gueule. Des coups de cœur face à certaines attitudes. Aussi, il y a beaucoup de comportements que nous, aujourd'hui, nous taxons d'antivaleurs. Dans ces antivaleurs-là, l'auteur a dénoncé. L'auteur, on va dire, appelle à la mobilisation. L'auteur invite aussi au renoncement de ces antivaleurs qui empêchent les oiseaux de la basse-cour d'avancer. Voilà. Bienvenue Gertrude de Aubin-Mongo, il faut dire que parler des antivaleurs, n'est-ce pas, c'est reconnaître en amont l'existence des valeurs humaines, des valeurs réelles. Et dans ce roman, vous imputez toutes ces valeurs réelles à trois personnages, il faut dire, qui sont présents dans trois générations différentes. Je cite Tante Alberta, je cite la nièce de Tante Alberta, mais en amont de tous ces deux personnages, vous avez Memenga Libali qui représente là la tradition, qui est dans la pérennisation de cette tradition. Et il faut dire également, ça c'est un élément qui vous tient à cœur. Oui, voilà. En mettant en lumière ces trois personnages, vous allez vous rendre compte que même le lecteur va se rendre compte que
ces trois personnages n'ont pas le même âge. Donc, ils ont été établis dans l'évolution même Voilà, de la saga, de cette histoire. Mais en mettant en exergue ces trois personnages, j'ai voulu mettre en lumière la manière dont hier, hein, dans cette cité de Kotawali, comment on pouvait à l'époque transmettre des valeurs, comment ériger les passerelles entre les générations différentes. Voilà, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Hier, comme on disait qu'une personne âgée était une bibliothèque. Donc, le savoir se transmettait de bouche à oreille, donc d'une génération à une autre. Le profil de cette cité peut se transposer dans n'importe quel environnement. Kotawali, on peut retrouver Kotawali à Kinshasa, Kotawali peut être retrouvé à Dakar, au Cameroun, en tout cas dans n'importe quel environnement, mais il s'agit ici de mettre en exergue les problèmes que connaissent en tout cas la majorité de nos cités. Voilà. L'espèce humaine en fait. Oui, l'espèce humaine. Nous sommes dans la condition humaine et vous nous présentez, n'est-ce pas, tous ces éléments. Vous mentionnez là tout à l'heure que là, il y a le témoin qui se transmet, n'est-ce pas, d'une génération à une autre. De la génération de Mémé Ngalibali, où nous avons des vraies valeurs, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. La génération de Tante Alberta, où il y a cette continuité. Et vous nous présentez la nièce également de Tante Alberta, qui est dans cette espèce d'initiation, mais également d'apprentissage, n'est-ce pas, de construction, il faut dire, des valeurs humaines. Oui, la nièce est la porteuse des valeurs de demain, vous voyez. Donc, Tante Alberta porte ces valeurs qu'elle a reçues de Mémé Ngalibali, et elle aussi, à son tour, elle fait la même chose, donc à l'endroit de la nièce. C'est vraiment... je veux dire, c'est un schéma que l'auteur a voulu donc présenter pour dire que jadis, c'est de cette manière que les valeurs se transformaient. Voilà. Et malheureusement, chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc vous allez voir aussi que parmi ces personnages aussi, l'auteur a aussi mis en exergue deux préfets. Vous voyez, là aussi c'est pour dénoncer des mauvaises attitudes, des mauvais comportements. Donc nous avons mis un cadre, un administrateur, un commis de l'État qui exerce, on va dire, efficacement ces missions qui lui ont été confiées par sa hiérarchie. Et de l'autre aussi, vous allez voir plus loin, donc monsieur le préfet Mister Johnny, lui, mais vraiment c'est un cadre qui foule aux pieds, on va dire, toutes les lois de la République, qui incarne dans tous les sens les on appelle la gabégie, en fait c'est vraiment, il faut dire, c'est même le spécimen, n'est-ce pas, le spécimen des antivaleurs en fait. Bon, en tout cas, monsieur ce préfet-là, Mister Johnny, en tout cas, en lui-même, il doit sûrement représenter peut-être 3, 4, 5 personnes différentes, mais vraiment toutes ces antivaleurs, ce préfet les porte, mais avec beaucoup de puissance, parce que ce préfet joue avec la puissance de l'autorité, vous voyez, joue avec l'abus du pouvoir, vous voyez. Et donc, c'est un monsieur qui mélange tout, sa vie privée avec la vie professionnelle. C'est un monsieur qui n'a aucun respect de l'appareil même de l'État. Oui, et donc c'est vraiment deux personnages que j'ai opposés. Voilà. Vous venez de préfet, n'est-ce pas, pour incarner, n'est-ce pas, pour nous présenter deux personnages totalement différents dans l'exercice de leur métier. Donc vous avez un premier préfet, tel que vous l'avez mentionné, qui incarne les valeurs, les vraies valeurs humaines, et surtout dans le monde du travail, parce que vous avez ce préfet sur qui, n'est-ce pas, on fait porter tous les soupçons négatifs. C'est cela. Parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'adonne davantage, n'est-ce pas, à son travail, et qui ne fait que son travail, mais qui malheureusement sera, n'est-ce pas, l'objet de tous les soupçons, de calomnies. Et à côté, vous avez un préfet qui est dans tous les mots possibles, et c'est finalement celui-là qui est salué par la population. Par la population, oui.
faut dire qu'il y a un grand paradoxe. Mais oui, c'est cela. Et c'est le paradoxe que vous observez au Oui, quotidien dans oui, notre société. oui, en fait, quand c'est ce paradoxe-là que l'auteur a voulu mettre en lumière, vous voyez, parce que aujourd'hui, il y a dualité dans tout. Vous avez de la difficulté aujourd'hui entre les traditions et donc le modernisme. Vous avez aujourd'hui la contradiction, je vais dire, entre l'ancienne génération oui. et la nouvelle. Le conflit de génération. Oui, oui, les conflits de génération. Donc, ce sont des choses qui se déroulent dans cette cité. Et il y a donc toute forme de violence aussi, la dépravation des mœurs. Donc, les oiseaux de la basse-cour ont jeté les valeurs de cette cité en pâture. Donc, il y a eu apparition des comportements du genre le clientélisme, hein, vous avez vu. Nous pouvons parler aussi du népotisme, du tribalisme. On parle de la corruption, on parle de la gabegie. On parle du fétichisme parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'entend nous-mêmes, même dans l'administration, lorsqu'on vient, une fois que nous sommes nommés, tout de suite on commence à aller chez les marabouts, féticheurs, alors qu'en amont, lorsque nous avons été nommés à cette fonction, ça a été naturel. Ça a été naturel, mais une fois dans la structure, des rêves, des fantasmes comme ça naissent et pour donc mélanger donc la vie administrative et la vie privée. Oui. Alors, parlons de Tante Alberta, finalement, qui est ce personnage principal, n'est-ce pas? Le personnage principal de votre roman, Les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or. Il faut dire que Tante Alberta a créé un espace où elle prend en charge les enfants. Et à travers, n'est-ce pas, ce sacerdoce, il faut parler du sacerdoce, n'est-ce pas, de Tante Alberta. À travers ce sacerdoce, on voit là, n'est-ce pas, également, finalement, il faut dire, cette transmission du savoir, n'est-ce pas, et également l'apprentissage de la vie. Oui, parce que c'est cette dame, Tante Alberta, qui recueille les enfants de la rue. Et donc cette dame qui porte ces valeurs d'altruisme, de tolérance. Donc elle s'organise avec rien pour recueillir ces enfants et leur proposer un espace de vie. De vie. Et oui, de vie réelle. De vie réelle, oui, voilà. C'est cela. Matériellement, il faut dire que c'est très sobre. Oui. Mais pourtant, les enfants se retrouvent dans cet espace, dans cet environnement. Matériellement, mais vraiment déjà, lorsque vous découvrez entre les lignes, vous allez vous rendre compte que le bâtiment, je veux dire la maison, dans laquelle Tante Alberta donc, recueille ses enfants, mais c'est un bâtiment pratiquement qui n'a plus de porte, pas d'ouverture, mais elle donne le meilleur d'elle-même tous les jours. Et donc, elle se fait violence tous les jours pour donner son savoir à ces enfants-là, pour aider ces enfants-là à être des hommes de main, pour apprendre des valeurs de respect, de tolérance. Donc, à éduquer ces enfants tout simplement, à faire de ces enfants-là des personnes sur qui la cité de Kotawali pourra compter demain. Voilà. Amis culturels, l'invité de Cultura, bienvenue Gertrude Obemongo, l'auteur de Les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or, paru aux éditions Emar. Et pour vous dire un mot au sujet de notre invité, nous allons simplement dire que bienvenue Gertrude Obemongo est titulaire d'une licence en gestion financière et comptable. Elle est de nationalité congolaise naturellement. Son passage à la télévision nationale congolaise comme reporter, présentatrice des journaux télévisés, directrice des affaires administratives et financières, puis au finish, il faut dire, directrice générale de la télévision nationale congolaise, l'a déterminée à écrire le présent roman. Elle est actuellement secrétaire comptable du Conseil supérieur de la liberté de la communication, qui est l'instance de régulation des médias. Alors, revenons à notre roman, à notre personnage, certainement, Tante Alberta. Est-ce qu'il y a un extrait, n'est-ce pas, que vous pouvez lire tout de suite pour le plaisir de nos amis culturels qui nous suivent? Bienvenue.
D'accord. Je vais choisir un extrait qui est sur la page 13. La page 13. La page 13, oui. C'est dans le premier chapitre. Hein? Ok. Tante Alberta avait emménagé dans une petite pièce de la maison familiale restée inachevée faute de moyens. Protéger ses gosses était l'une de ses priorités, la plus belle invention de sa vie. Mais pour elle et pour ses enfants, la pluie était la chose la plus redoutée. Leur lieu de rencontre avait perdu sa toiture un matin du mois de novembre. Alors qu'elle cherchait de toutes ses forces à mettre ses protégés à l'abri, elle glissa et toute la masse de son corps se retrouva à terre. Le bilan était lourd. Elle perdit l'usage de sa jambe droite pendant une semaine. Alors, quelle motivation pour ce texte Bienvenue Gertrude? C'est juste pour appuyer ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Oui. Et donc, cette maison qui servait de refuge, en fait, de refuge, oui. à tante Alberta et Ouais. ses gamins, extérieurement, c'était, on pouvait lire la désolation, la pauvreté. Mais oui, c'est vrai. La misère même. La misère même. La misère. Mais bon, la richesse était Voilà. ailleurs Et pour pourtant, ces les enfants enfants. se sentaient très bien. Très bien. Et vous nous présentez même un extrait Oui. où le narrateur nous présente un extrait où le préfet vient s'enquérir, n'est-ce pas, Oui. auprès des enfants eux-mêmes pour Oui. savoir s'ils se sentaient très bien dans cette bicoque. Et les enfants ont estimé que c'était vraiment la meilleure, n'est-ce pas, des habitations. Voilà, oui, c'est cela. Et donc, ces enfants ont des visites comme ça, surprises. Et il était surpris, monsieur le prophète, de se rendre compte qu'il était en face des enfants bien éduqués, mais des enfants épanouis, malgré le fait que les conditions n'étaient pas vraiment réunies, mais les enfants n'avaient rien envié à d'autres enfants qui étaient sûrement dans des conditions, on va dire, nantis. Mais c'était, je vais dire, ce constat, hein, le courage de tante Alberta qui encourageait le préfet plus tard à venir en aide à cette dame et à ses enfants. Plus tard, vous allez vous rendre compte que le préfet a été pratiquement l'un des donateurs. Il faut même dire le principal donateur. Le principal donateur, oui, parce qu'en fait, c'est lui, c'est par lui que finalement cette espace vit réellement. Oui. Voilà, et Oui. donc C'est cela. Oui, c'est donc le travail de tante Alberta a retenu l'attention du préfet. Et il faut dire même que le préfet a donné son agrément, n'est-ce pas? C'est cela. Son agrément à l'issue de la visite ou de l'enquête faite auprès des enfants. Oui. Plus tard, lorsqu'on organisait des festivités dans la cité, en tout cas, tante Alberta et sa clique n'étaient plus jamais en marge de la société. Ils étaient désormais associés à l'organisation même des activités de la cité. Donc, tante Alberta était devenue incontournable dans cette cité de Kotawali et elle était donc soutenue, appuyée par ce préfet qui lui-même était un bon cadre, qui était assidu. Il incitait les gens à travailler d'abord. C'était ça le slogan même de ce préfet. Le travail d'abord. Le travail d'abord. C'est cela. Alors, d'où tirez-vous cette inspiration, Bienvenue Gertrude Bemongo? L'inspiration, finalement, le personnage de tante Alberta. Cette inspiration, vous avez voulu créer un personnage comme ça ou c'est parti de quelque chose? Oui, vous savez, un auteur ne peut pas rêver de la ville de Manhattan, à New York, si il n'a jamais mis pied. Voyez, c'est pour dire que les artistes, les auteurs s'inspirent toujours de quelque chose. On peut s'inspirer de son environnement, on peut s'inspirer de sa famille, on peut s'inspirer de son amitié, de ses amours, on peut s'inspirer de tout. Vous voyez? Et donc, le personnage de tante Alberta, c'est vrai, je ne l'ai pas choisi au hasard. En écrivant ce personnage, en réalité, c'est une autre personne, en fait, que j'ai voulu mettre dans ce personnage-là, parce que cette personne, c'est une personne qui m'est très chère, et cette personne n'est plus dans ce monde. Mais donc, j'ai voulu donc rendre un hommage, être reconnaissant, en fait, compte de ce personnage-là à travers cette dame qui est tante Alberta. On sait que le personnage réel qui fait tante Alberta, c'est Memeng Galibali.
Et donc, il est difficile de parler de Tante Alberta, n'est-ce pas, sans parler de Mémé Ngalibali, puisque Mémé Ngalibali, n'est-ce pas, c'est les coulisses même, c'est l'ombre même, il faut dire, de Tante Alberta. Voilà. C'est un personnage qui a un grand rôle à jouer, surtout au niveau, n'est-ce pas, des valeurs à sauvegarder. Oui, oui. Tante Alberta ne pouvait rien faire sans avoir recours à Mémé Ngalibali. Parce que Mémé Ngalibali, pour Tante Alberta, c'est un modèle. Mémé Ngalibali, pour Tante Alberta, c'est sa bibliothèque qui ne brûle jamais. Voyez, donc, elle partait se ressourcer à chaque fois qu'elle était en difficulté, à chaque fois qu'elle voulait avancer ou bien qu'elle était bloquée, elle savait qu'elle pouvait trouver sa solution auprès de la vieille Ngalibali. Voilà. Alors, bienvenue Gertrude Bemongo, que représente la tradition pour vous? Bon. La place de la tradition dans notre société ou dans la société que vous rêvez. C'est l'identité culturelle qui fait l'homme. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le modernisme, nous avons beaucoup de choses, mais on ne peut pas, en tout cas, tourner le dos à la tradition. C'est vrai qu'au niveau de la tradition, il y a des choses qui sont caduques, qui ne peuvent plus avoir le droit de citer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, mais aussi, dès lors qu'on perd... si on nie la tradition, ça veut dire qu'on nie même nos origines, notre identité culturelle. Oui. Donc on ne peut pas. Mais donc dans ce cas, j'ai parlé de dualité. En même temps conflit. Hein. Oui, oui, en même temps conflit les deux. Oui. Donc il s'agit juste de prendre ce qui est bon pour avancer et de laisser d'abolir ce qui n'est plus bon pour l'actualité, pour les jours à venir. Ok, merci. Alors, un deuxième extrait, bienvenue. Un deuxième extrait. Bon, on va essayer de parler de ce préfet travailleur. Ce préfet qui porte les valeurs de la République. Très assidu dans le travail. Oui. Et très rigoureux. Très rigoureux, il porte les valeurs de la République. Je vais lire. Mais la partie n'était pas gagnée d'avance, car pour les sages de Kotawali, il était hors de question d'accueillir sur les terres de leurs ancêtres un étranger qui n'avait que faire de leur fille. Un type qui ne savait que faire de son machin. Cela correspondait ni plus ou moins à une atteinte au sacro-saint principe de la perpétuation de l'espèce. De tout temps, les enfants étaient considérés comme une richesse pour la famille, une garantie, une épargne à court, moyen et long terme. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. D'accord. Alors, quelle motivation? Bienvenue, Gertrude. Ben, on va revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et ce préfet, c'est un cadre assidu, donc il vient pour travailler. C'est un préfet qui représente l'administration. Et ce monsieur, il est tellement concentré dans le travail que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la cité, la basse-cour commence à lui prêter toutes les intentions du monde. Et les mauvaises intentions. Les mauvaises intentions. Donc, comme les Kotawaliens commençaient à s'habituer avec des comportements affichés par Mister Dio, et ils ont commencé à taxer ce préfet de tout. On a commencé à le suspecter. Ben oui, comme il ne regarde pas nos filles, nous avons des belles filles dans la cour et tout. Et le préfet, il est nanti. Ça veut dire que comme dans nos habitudes, un homme nanti, il devait donc regarder toutes les femmes. Il devait regarder toutes les poules. Et ce préfet, il ne regardait pas les femmes. Il ne regardait pas les filles de Kotawali. Et cela a commencé à susciter des rencontres. Il y a eu les sages du village qui ont commencé à faire des retrouvailles pour statuer sur ce préfet qui n'avait pas Dieu sur leur fille. Vous voyez à quel niveau on parle de la dualité entre la tradition et le modernisme, vous voyez. Donc les sages du village qui se permettent comme ça de décider sur les capacités d'homme de ce préfet qui n'arrivait pas à regarder leur fille et ensuite les mettre enceintes pour perpétuer la tradition, donc multiplier les habitants de leur cité. Donc c'est cela. Donc les sages se permettent de convoquer un représentant de l'État pour lui parler de sa... Et là on est dans la perversion. Oui. On entre là, un cas réel de perversion. Oui, oui, de perversion. On est dans la perversion, voilà. On est dans la suspicion, on est dans l'exagération. Parce que les sages n'ont aucun droit. Aucun droit de statuer sur la vie privée du préfet.
Alors, bienvenue Gertrude Obemongo. Dites-nous comment vous êtes arrivé à l'écriture. Qu'est-ce que, généralement, n'est-ce pas, il y a plusieurs circonstances qui peuvent pousser quelqu'un, ou qui peuvent conduire quelqu'un à écrire. Et pour bienvenue Gertrude Obemongo, comment vous êtes arrivé à l'écriture? C'est une passion? Ça vous a tenté un jour? Ben non, bon, une passion, je veux dire, depuis un certain moment, oui. C'est vrai, mais au départ, non, si l'écriture n'était pas, en tout cas, dans mes loisirs. Mais il s'est trouvé qu'à cause d'un coma, suite à un accouchement difficile, et donc lorsque je sors de ce coma, quelques jours après, je me rends compte que je suis revenu avec des difficultés psychomoteurs. Donc, c'est vrai, c'est difficile à dire aujourd'hui. Bon, les années, en tout cas, l'eau a coulé sur les ponts. Oui. Et j'en parle aujourd'hui peut-être avec une facilité aujourd'hui, mais hier c'était difficile parce que, oui, c'était difficile. Je ne savais pas comment dire à mon compagnon que j'avais des problèmes avec ma mémoire. À l'époque, il m'arrivait comme ça, j'étais en face de M. Goma. Je voulais donc citer M. Goma, mais mon cerveau voulait bien, mais ma langue n'arrivait pas à dire M. Goma. Et donc, j'ai dû consulter un médecin psychologue qui m'a aidé. Et donc, parmi les traitements que le médecin m'avait proposés, il y avait donc la lecture. Il m'avait demandé donc de lire, mais beaucoup, de lire à haute voix, de toujours lire pour que je puisse m'emmener à vaincre cet handicap-là, parce que c'était un véritable handicap. Oui, une rééducation. Et donc cette rééducation passait par cette lecture à outrance. Et après, je me suis dit, bon, si je dois beaucoup lire, je devais aussi peut-être changer de carrière et donc des finances. Et donc j'ai décidé un jour d'aller à la télévision, parce que je savais qu'à la télévision, je devais écrire, je devais lire. Et aujourd'hui, cet handicap, en fait, qui en était un, présente ou représente, n'est-ce pas, un déclencheur pour vous qui vous a conduit aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'écriture. Oui. Et vous avez commis ce beau roman, il faut le dire, ce très beau roman. Les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or, oui, paru aux éditions Aymar, nous avons dit. Et il faut dire que voilà, ça relève du passé aujourd'hui, mais oui, ça reste, n'est-ce pas, un témoignage également pour nos amis culturels qui nous suivent, un témoignage pour ceux qui peuvent se retrouver devant, n'est-ce pas, des handicaps à oui, franchir. C'est pas facile d'affranchir, n'est-ce pas, le cap d'un handicap, et vous l'avez réussi. C'est vrai. Cela, oui. Il s'agissait au départ de lutter, en tout cas, contre cet handicap-là aussi. Mais je voudrais aussi dire que la pratique du métier de journalisme aussi m'a aidé. Comme on aime à le dire, hein, du journaliste à l'écriture, il n'y a qu'un pas. Mais je crois que mon passage aussi, en tant que reporter, en tant que présentateur de journaux, en tout cas, la pratique du journalisme m'a aidé. Voilà. Et il faut dire que finalement de cette pratique, puisque vous parlez beaucoup de cette pratique, il y a aussi une conséquence, n'est-ce pas, dans l'écriture, dans la commission de ce roman, c'est que vous nous présentez des détails, n'est-ce pas, de manière très précise, avec il faut dire des phrases assez courtes, mais qui nous apportent une réelle précision, une vraie lumière, n'est-ce pas, oui, et surtout dans la description des faits. Oui, on dirait même que c'est un roman écrit à la Hugo. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais vous savez, lorsque le journaliste va sur le terrain, il y a une activité qui se déroule pendant 3 heures, 4 heures. Mais lorsque le journaliste rentre à la rédaction, donc pour le montage, cette activité qui a duré 3 heures doit être résumée en 1 minute 30. Vous voyez? Et donc, vous allez vous rendre compte que c'est une écriture qui est à la limite une écriture journalistique, parce que c'est vraiment... avec beaucoup de précision. Beaucoup de précision. Des phrases assez courtes. Assez courtes, oui. Mais très expressives. Oui, c'est cela. Et très édifiantes, il faut le dire. Voilà. C'est une très belle peinture, il faut dire, n'est-ce pas? Il faut une très belle peinture de cette cité de Kotawali. Oui. Alors, il y a également une chose sur laquelle vous tenez beaucoup, Gertrude Obemongo. Lorsqu'on lit ce roman, on a en face, n'est-ce pas, d'une symbiose. Finalement, je dirais, d'un vrai métissage
ok? On a des personnages du Nord qui cohabitent facilement avec les personnages du Sud. Et il y a un métissage que je vais dire. Ce métissage, c'est finalement cet invite, n'est-ce pas, au vivre ensemble. Oui, on parle aujourd'hui du vivre ensemble. On parle aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne notre pays, on parle de l'unité nationale. Mais cette unité nationale ne peut se faire que s'il y a brassage, s'il y a ce métissage culturel. Donc le choix même des identités des personnages, c'est un choix exprès. C'est pour dire que l'auteur voudrait donc inviter les lecteurs peut-être aussi et d'autres personnes à pratiquer réellement ce vivre ensemble. Hein, il ne faudrait pas que ce vivre ensemble soit un slogan sans soubassement. Dans l'amitié, à l'école, lorsque vous allez m'excuser, hein, le moi est haïssable, mais moi je pense toujours que la meilleure façon de passer une information, c'est de parler de son témoignage. Moi, j'ai découvert des villes, des villages. J'ai fait la partie sud de la Madingou, Boanta, Pointe-Noire. J'ai fait aussi des villes, des villages dans la partie nord. C'est dans le cadre de l'amitié, vous voyez. Aujourd'hui, c'est maintenant difficile. Hein. En tout cas, je crois que je ne suis pas la seule à me rendre compte de cela. C'est maintenant difficile même dans l'amitié. Bon, vous voyez, je vais être je vais lier des amitiés avec M. Ngoma. Je vais d'abord me rassurer. M. Ngoma est de quel département? Hein? Aujourd'hui, même dans l'administration, vous savez, on nous parle maintenant des administrations qui seraient des chasses gardées, des tribus, des ethnies, mais c'est déplorable, hein, ce genre de choses. Et le vivre ensemble dont nous parlons, nous devons tous y travailler en abolissant en tout cas toutes ces attitudes-là. Voilà. Oui. Alors, un autre sujet qui vous tient à cœur, qui se présente comme une espèce de coup de gueule, c'est finalement, aujourd'hui, il faut dire l'exercice, sinon l'usage, des rapports sexuels qui finalement flirtent avec le VIH-Sida. Hier, parler du sexe était tabou, mais aussi hier, l'homme devait se battre pour découvrir donc le physique, on va dire au-delà des habits, de l'habillement de la fille. Mais aujourd'hui, là, non. On fait découvrir une partie de notre corps aux hommes sans que l'homme ait pu se battre. Et aussi, vous voyez, les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle de la nudité. La nudité est devenue quelque chose comme si c'était, on parlait des bouts de pain dans les maisons, comme si c'est grave. Hein, on voit tout dans les réseaux sociaux. Donc, il y a des images que nous voyons, nous avons nos enfants, nous voyons les mêmes images. Vous voyez, parfois, il y a des questions qu'on n'arrive pas à répondre à la maison. Hein, vous voyez, aujourd'hui, l'usage du sexe est devenu tellement quelque chose de banal aujourd'hui. Vous voyez, alors que nous sommes en face, l'humanité tout entière est en face d'une pandémie, mais qui fait des ravages dans nos familles, qui fait des ravages dans nos sociétés, dans l'administration, partout. Hein. Je voudrais parler du VIH-Sida. Plus on parle des ravages de plus en plus catastrophiques, on parle des chiffres hein, de plus en plus grandissants hein, des victimes du VIH, mais dans les comportements, lorsque vous voyez comment on se comporte ici, même dans la ville de Kotawali, mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe hein? Vous voyez, plus loin je parle de ce préfet. Oui, en fait ici le personnage, l'incarnation, oui. C'est Mr. Joe. Mr. Joe qui profite de sa position hein, sociale. Et parce qu'il occupe une situation dans l'administration qui lui permet d'avoir accès à la caisse de l'État. Et donc aussi, il profite de sa position sociale pour taper sur tout le monde. Mr. Joe qui tire à la limite sur tout ce qui bouge. Vous mentionnez même que c'est vraiment le jumeau même sinon le sosie de Lucky Luke. De Lucky Luke, oui. Sur tout ce qui bouge. Oui, c'est vrai. Au niveau de la famille, vraiment, il ne se gêne pas de tirer sur les nièces, les cousines, les enfants, les filles des voisins, dans sa propre famille, partout. Au niveau de l'administration, il tire sur tout ce qui bouge. Pour prétendre même être collaboratrice, pour avoir le titre
de collaboratrice ou bien de secrétaire particulier de ce préfet, ben, en amont, il faudrait d'abord oui, participer à la promotion de son canapé, vous voyez. Et donc, on nous parle au niveau des élèves, au niveau des étudiants, on nous parle des notes sexuellement transmissibles, mais au niveau de ce préfet, on nous parle de la promotion sexuellement transmissible. C'est vraiment un monsieur qui profite de la faiblesse des gens qui sont en face de lui. Dans un environnement où l'emploi devient très recherché. Très recherché, vous savez. Donc, il y a des moments, des femmes, il y a des filles qui, pour pouvoir faire carrière, sont obligées de faire la promotion de canapé de ce monsieur. Vous voyez, ce sont des antivaleurs. En tout cas, que l'auteur dénonce dans ce roman. Oui. Voilà, le roman, c'est Les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or. Roman de Bienvenue Gertrude Aubin-Mongo, paru aux éditions Aymar. Et pour un rappel, Bienvenue Aubin-Mongo est titulaire d'une licence en gestion financière et est comptable. Elle a exercé à la télévision nationale congolaise comme reporter, présentatrice des journaux télévisés, directrice des affaires administratives et financières et directrice générale de la télévision nationale congolaise. Actuellement, elle est secrétaire comptable du Conseil supérieur de la liberté de la communication, voilà, l'instance de régulation des médias. Alors, un dernier extrait, bienvenue. Un dernier extrait on va mettre en lumière, on va prendre un extrait sur monsieur le préfet. Joe était devenu en si peu de temps le portrait craché de Lucky Luke. Il tirait sur tout ce qui bouge sans distinction de race, d'origine, de langue, de niveau social ou intellectuel. Nièce ou petite sœur du quartier ou bien de passage. Belle-sœur, secrétaire particulière ou collègue de service, ancien ami d'école. Toutes étaient des cibles potentielles. Pire, il avait la fâcheuse habitude de ne jamais couper les ponts avec ses ex. Une relation en chasse une autre. Telle est ma logique, clamait-il sans vergogne à ses nouvelles conquêtes. Vous êtes là dans l'illustration de ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas, de présenter comme l'incarnation de ces pratiques, n'est-ce pas, de ces pratiques totalement, sur lesquelles il faut marteler, sur lesquelles il faut des pratiques sexuelles. Et voilà. Alors aujourd'hui, il faut dire que c'est votre premier roman. Il y a un prochain qui se prépare, Bienvenue Aubin-Mongo. Oui, c'est vrai. Déjà, je voudrais, avant de vous reprendre, vous dire qu'au départ, les oiseaux de la basse-cour ont vendu la poule aux yeux d'or. N'était pas le premier roman. Oui. Chronologiquement parlant. Chronologiquement parlant, c'est le troisième. C'est le troisième roman. Il s'est vu que j'ai pris tous les manuscrits, donc j'ai déposé chez l'éditeur. Et donc l'éditeur avec donc son collège des correcteurs, ils ont eu un coup de cœur, sont tombés en amour de celui-ci. Et donc ils m'ont proposé. Pas du temps parce que c'est un très beau roman. Il faut dire un roman qui se lit facilement et où vraiment le narrateur, sinon l'auteur, nous dit beaucoup de choses, n'est-ce pas, à nous mirer dans notre propre. C'est vrai que nous sommes ici dans Kotawali, mais il faut dire que c'est des choses qui sont très proches de nous. C'est des choses que nous avons au quotidien, que nous vivons au quotidien. Voilà, et à cela, on peut dire que c'est un très bon reportage. C'est cela. Voilà, nous voici arrivés au terme de notre entretien. Un dernier mot, bienvenue Gertrude Aubin-Mongo. Je voudrais dire pour conclure, en tout cas, cette édition, il faudrait que nous puissions ramener dans la bergerie tous les oiseaux de la basse-cour qui se sont envolés. Et surtout les œufs. Les œufs. Voilà, donc les œufs d'or en fait qui ont été vendus. Oui. Nous devons donc tous travailler dans ce sens pour les ramener dans la bergerie aussi. Ce qui, je voudrais en tout cas à la fin pour terminer, rendre un hommage aux journalistes. Vous savez, tous les événements de cette cité se déroulent aux grandes dames des médias. Ces médias qui malheureusement peinent à dénoncer les insuffisances de l'établissement. Donc nous avons vu que
la presse doit continuer à faire son travail. Hein? La presse doit continuer à dénoncer. Parce que sous d'autres cieux, ce sont les médias qui ont fait tomber des murs. Merci en tout cas. Merci pour votre attention. Merci, il faut dire que je vous invite à lire ce roman, à le chercher, parce que c'est un roman qui en dit long, n'est-ce pas, sur notre vie au quotidien. Merci et nous prenons date pour samedi prochain, 14 h. Merci, à très bientôt.